Depuis l'hôtel 01 localisé au coin de Saint-Laurent et René-Lévesque, bienvenue à l'Atelier Z. Aujourd'hui, la question de la semaine, est-ce que nos élus politiques issus de la diversité font une réelle différence? Et pour en discuter avec nous, on accueille dans l'Atelier Z M. Frantz Benjamin. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Bonjour. Bonjour, ça va bien? Suivez-nous. Merci. Bienvenue dans l'Atelier Z. Merci, M. Frantz Benjamin, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci d'être là. Merci. Donc, vous êtes le premier président au Conseil de la Ville de Montréal d'origine haïtienne. Parlez-nous un petit peu de votre cheminement, de votre parcours pour en arriver là. Ben, écoutez, mon cheminement, je pourrais le qualifier de cheminement atypique dans la mesure où moi, parallèlement à ma vie professionnelle, donc j'avais un engagement public, donc que ce soit comme jeune membre de la communauté haïtienne dans des questions sociales et culturelles, donc questions sociales dès le milieu des années 90, avec d'autres membres de la communauté haïtienne, d'autres jeunes membres de la communauté haïtienne. Donc je militais, je manifestais, donc autour des questions, par exemple, comme la représentation de la diversité, l'accès à l'égalité à l'emploi, la discrimination raciale. Donc, et un peu plus tard, donc vers la fin des années 90, donc, j'ai brigué les suffrages au niveau des élections scolaires. J'ai terminé 3 mandats d'élus scolaires. Et au cours de ces mandats d'élus scolaires, donc, j'ai continué mon engagement public, c'est-à-dire comme notamment sur les questions qui me tiennent beaucoup à cœur, donc l'égalité pour tous, la justice sociale. Et c'est comme ça, donc c'est au fil de ces cheminements donc, que j'ai été sollicité pour briguer les suffrages au niveau municipal. Et je suis à mon 2e mandat comme élu municipal. Bravo. Donc merci, merci beaucoup. Et je dis souvent, pour travailler dans le milieu de la vie politique, je pense qu'il y a 2 choses essentielles, je crois. Il faut nécessairement avoir des convictions. Si on n'a pas de convictions, notre place n'est pas, je crois, dans la vie politique. Il faut avoir des convictions. Et la 2e chose, je pense aussi, il faut aimer travailler avec les gens et pour les gens. Donc, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas travailler avec les gens, donc, parce que souvent, on l'oublie, l'élu municipal, c'est celui, il est au service du public. Et ce n'est pas le contraire. Donc, et alors, dans ma vie professionnelle, donc, j'ai eu la chance de développer quelques compétences au niveau du service au public. Donc, je pense que ça m'a grandement aidé aussi. Bien, c'est une feuille de route vraiment impressionnante. Puis on peut comprendre pourquoi, en novembre 2013, M. Coder, le maire de Montréal, vous a mis au poste de président du conseil municipal. Qu'est-ce que ça vous a fait comment avez-vous réagi à cette nouvelle-là? Parce que c'est intéressant et important de souligner que vous êtes d'origine haïtienne et vous êtes le premier noir à occuper ce poste. Absolument, ça m'a beaucoup touché. Les premières réactions, c'était évidemment de le remercier, donc d'avoir pensé à moi pour ce poste. C'est effectivement un poste prestigieux, mais c'est aussi de mesurer rapidement aussi l'ampleur de la tâche, puisque le président du conseil municipal n'est pas seulement que celui qui gère les délibérations au conseil municipal, c'est celui aussi qui est responsable de beaucoup d'affaires, donc notamment les questions relatives au protocole à la ville de Montréal, l'accueil, visite guidée, mais il a aussi un rôle important à jouer au niveau, par exemple, de la gestion de plusieurs conseils. Donc, c'est celui qui, au niveau de la gestion administrative des conseils, je pense entre autres au conseil jeunesse, le conseil interculturel, le conseil des Montréalaises, le président du conseil est celui, et le bureau de la présidence est responsable de ces conseils. Et l'autre dimension aussi de la responsabilité du président du conseil, c'est aussi un acteur au niveau de l'animation de la vie démocratique municipale montréalaise. Et en ce sens, déjà, d'ailleurs, j'ai déposé, il y a déjà quelques mois, le plan d'action, le premier plan d'action du bureau de la présidence
du Conseil. Un plan d'action, au cœur de ce plan d'action, justement, il y a plusieurs initiatives visant à rapprocher l'hôtel de ville des citoyens, donc visant aussi à animer aussi plusieurs foyers de débat démocratique. Parce que ce que je souhaite comme président du Conseil, c'est qu'on ne parle pas seulement de démocratie municipale qu'à chaque 4 ans, mais que nous continuions à parler de démocratie municipale durant les 4 ans. Donc, et ça, donc, les actions qui viendront très tôt à l'automne iront en ce sens d'ailleurs. Maintenant, la table est mise. On connaît votre rôle dans l'appareil politique. On vous a invité pour discuter avec nous de la pertinence de la diversité au sein de la politique ici. Est-ce que les élus qui sont issus de la diversité font une réelle différence? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que oui. Et c'est essentiel d'ailleurs. C'est essentiel que l'ensemble de la vie sociale reflète la réalité de la population. Que ce soit pas seulement en politique, au niveau culturel, au niveau économique, au niveau social, c'est important. Oui, il y a une différence parce que lorsqu'on vient en politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, on amène ce qu'on est et ce qu'on a. Et ce que nous avons avant tout, ce sont des convictions. Moi, j'ai amené essentiellement des convictions sur les questions d'égalité, de justice sociale, de représentation de la diversité, parce que c'est des choses que, pour moi, nous pouvons encore faire une différence comme société, non seulement pour l'ensemble de la population, mais particulièrement pour les jeunes. Et bien modestement, pour moi qui suis élu municipal, en fait, je porte le double chapeau d'élu municipal et d'élu scolaire aussi, je crois que cette présence-là a pu faire une différence parce que non seulement il y a une population qui pour eux, la chose politique peut être tabou, vous savez, on a beaucoup de personnes d'origine immigrante qui sont au Québec, qui sont à Montréal, et dans le cas de ces personnes-là, c'est des personnes qui ont connu une relation avec le pouvoir, l'État, qui est une relation différente. Oui, mais même qui ont connu des traumatismes. Absolument. Oui. Et c'est important que ces personnes-là puissent avoir des repères, des visages, et j'ose dire, et je crois que le mot n'est pas trop fort, des visages amis dans lesquels ils puissent se reconnaître. C'est important pour nos jeunes. Nous avons des jeunes garçons, des jeunes filles un peu partout dans nos quartiers à Montréal, un peu partout au Québec, qui aujourd'hui veulent être reconnus, veulent se reconnaître, que ce soit par exemple à l'Assemblée nationale, à la Ville de Montréal ou dans d'autres instances politiques. C'est important. Et on apporte aussi les compétences qu'on a aussi en politique. Et ces compétences-là, je ne pense qu'une société comme le Québec ne peut pas se priver d'énormes compétences que nous avions au niveau de la diversité culturelle sur la scène politique. Puis, pour les jeunes qui veulent se lancer en politique, vous parlez, c'est quoi les conseils que vous leur offrez? Ah, la question! La question! Non, je trouve ça étrange que je suis déjà arrivé au stade où je prodigue des conseils. Oui, moi je pense que vous pouvez prodiguer des conseils parce que vous êtes dans une position de choix et puis vous êtes inspirant. C'est important justement d'avoir des personnages inspirants. Qui amènent un changement, aussi un vent de changement? Moi, je pense essentiellement ces 3 choses. Alors, il faut avoir des convictions, il faut avoir des idées. Ce que j'entends par conviction, des idées. Et il faut être idéaliste. Il faut vouloir changer le monde. Absolument, c'est important. La deuxième chose, c'est l'intégrité. Il faut être intègre. Intègre par rapport à soi, avant tout, et intègre par rapport à ses propres valeurs. Être cohérent. Oui, de ne pas se laisser diriger un peu n'importe comment. Influencer. Tout à fait. Et la troisième chose, je crois, il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer. C'est pas vrai qu'on va venir nous chercher seulement pour nos beaux yeux. Donc, il faut avoir des choses à dire, il faut avoir des choses à offrir. Et pour cela, il n'y a que dans le champ de l'implication qu'on peut le faire. Donc, moi, j'invite les jeunes à s'impliquer. Commencez très tôt à vous impliquer. Dans le milieu scolaire, il y a des conseils étudiants au niveau secondaire. Il y a des organismes communautaires, vous pouvez vous impliquer. Il y a aussi des organismes jeunesse, vous pouvez vous impliquer aussi. Impliquez-vous parce que la société ne changera pas sans vous. Tout à fait. On a vraiment un besoin de représentativité. On remarque, quand on parle de diversité, c'est important de mettre en relief que c'est pas juste une question de blanc versus noir. Moi, je pense que la diversité, ça aussi, ça interpelle le mélange des genres, l'acceptation de personnes qui sont prises à des handicaps
et aussi d'avoir une représentativité de toute la diversité qu'il y a à Montréal, que ce soit des gens issus de différentes communautés, mais aussi issus de la communauté homosexuelle. Tout ça, pour moi, fait partie de la diversité. J'aimerais savoir, selon vous, de quelle façon ces gens peuvent s'impliquer et faire une réelle différence. Ben, comment ils peuvent s'impliquer? Je pense que c'est tout simplement en y allant tout simplement avec ce qu'ils ont comme valeur, ce qu'ils ou elles ont comme valeur, comme projet. Donc, en rencontrant des élus. Les élus n'attendent qu'à être rencontrés, vous savez. Donc, et en rencontrant des groupes communautaires, des groupes sociaux. Il y a actuellement à Montréal beaucoup d'enjeux sociaux, donc sur toutes sortes de questions, que ce soit sur les questions étudiantes, les questions économiques, les questions d'intégration, les questions de diversité, les questions culturelles. Et quand on est issu justement de tous ces groupes de diversité, est-ce qu'on fait la politique différemment? Parce qu'on remarque que les femmes font la politique différemment des hommes. Est-ce que quand on est issu justement de la diversité, d'une origine différente ou peu importe, est-ce qu'on doit faire la politique différemment? À mon humble avis, on ne fait pas la politique, on ne doit pas faire la politique différemment. Cependant, il y a un standard, il y a un autre standard. Moi qui suis élu municipal, issu des communautés noires, de la communauté haïtienne en particulier, donc évidemment c'est clair que oui, bien sûr, que je sers mes électeurs, l'ensemble de mes électeurs de Saint-Michel, donc également. Mais cependant, je sais aussi que les membres de la communauté noire ou de la communauté haïtienne qui me regardent ont des attentes aussi. Des grandes attentes. Absolument, par rapport à mon travail. Mais est-ce que vous ne traitez que de sujets qui a trait à la communauté? Est-ce que vous êtes devenu le porte-parole de la diversité? Oh, j'espère que non. Ou bien vos idées un peu plus larges sur toute la communauté montréalaise sont écoutées, sont prises en considération? Ah, bien sûr. Écoutez, moi, je suis un élu montréalais. C'est-à-dire, moi, l'ensemble des questions relatives au débat municipal montréalais m'intéresse et me préoccupe et j'interviens sur l'ensemble de ces questions-là. C'est-à-dire, et je ne saurais me camper seulement dans la posture de l'élu municipal qui ne parle qu'autour des causes noires ou des causes haïtiennes. Et ce que je dis aussi, nous sommes tous et toutes Montréalais ou Montréalaises. Et donc, de ce point de vue-là, donc, je pense que les Montréalaises issues de la communauté haïtienne et des communautés noires doivent s'intéresser à l'ensemble des questions qui touchent les Montréalaises et les Montréalais. Et quand je vais voir aussi les gens de la communauté haïtienne, je leur dis souvent aussi ceci. Oui, la communauté haïtienne a beaucoup de revendications, les communautés noires ont beaucoup de revendications sur les questions relatives à la discrimination, mais nous ne pouvons pas faire l'économie des débats sur les questions relatives à la discrimination. Nous ne pouvons pas dire on est contre la discrimination d'un bord et discriminer de l'autre côté. Donc, il faut absolument être cohérent comme communauté. Donc, moi, je m'inscris dans la logique de lutte contre toutes les formes de discrimination. Peu importe les formes de discrimination, il faut le dénoncer. L'adage qui dit il faut toujours en faire plus. Hein, quand on vient de cette minorité ou, comme j'aime dire, cette majorité silencieuse, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'avez vécu? Oui, oui. Est-ce que vous le vivez encore aujourd'hui? Absolument, je le vis encore pour la simple et bonne raison. Moi, et comme élu municipal, évidemment, à première vue, on aurait pu dire, je n'ai pas que mes 27 000 et quelques, non, qu'est-ce que je dis là? Mes 37 000, mes 37 000 électeurs de Saint-Michel à servir. Voilà. Je n'ai pas que mes 37 000 électeurs à desservir parce que j'ai aussi des membres, par exemple, beaucoup de membres de la communauté haïtienne qui n'habitent pas Saint-Michel aussi et qui me contactent sur une base quotidienne par rapport à des différents services, etc. Et de ce point de vue-là, bien sûr, je suis un élu montréalais comme tous les autres, mais non, je ne suis pas comme tous les autres parce que mes autres collègues caucasiens, par exemple, n'ont que leur électorat à desservir, tandis que ce n'est pas le cas pour moi. Par défaut, vous avez porté plusieurs chapeaux. Oui, voilà, tout à fait. Et ceci étant dit... Est-ce que c'est un beau problème ou c'est juste un problème? C'est un beau problème. C'est un beau problème dans la mesure où, personnellement, je ne m'en plains pas. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Quand on arrive, on cherche toujours des espaces de reconnaissance. Et évidemment, je me rappelle, j'ai ma fille, ma fille, lorsque Michaël Jean était gouverneur général du Canada, ben, elle savait
qui était la gouverneure générale du Canada, parce qu'elle s'est reconnue en elle. Oui. Donc, et je suis presque certain, si je lui demandais aujourd'hui qui est le gouverneur général du Canada, Elle ne saurait sûrement pas. elle ne sait pas. Donc, mais c'est ça aussi, les espaces de reconnaissance. C'est-à-dire quand, et la société, la politique doit pouvoir continuer constamment à offrir ce miroir. La politique doit être un miroir que nous tendons face à la population pour dire, écoutez, dans ce miroir-là, nous nous reconnaissons tous et toutes. Alors, on va se laisser là-dessus. C'est une très bonne façon de dire à tout le monde de rester avec nous. Vous restez avec nous. Toi, tu restes avec moi. Et on se retrouve tout de suite après la pause pour continuer la discussion avec nos reporters Madoua et Madalina. De retour dans la Télé Z, tournée directement de l'hôtel 01, situé au coin des rues René-Lévesque et Saint-Laurent. Aujourd'hui, on discute de politique. Est-ce que nos élus issus de la diversité font une réelle différence? Et pour en discuter, on a Madoua, Madalina. J'ai trop hâte d'entendre qu'est-ce que vous avez concocté. Et on a gardé en studio Monsieur Franz Benjamin. Madoua, commence. Merci. Bonjour Cathy, bonjour Amel, les filles, bonjour France, parce qu'on se connaît, donc je ne vais pas vous appeler Monsieur Benjamin. Donc aujourd'hui, on parle de politique. Est-ce que les élus, est-ce que la diversité en politique fait la différence? Je pense que c'est bien important d'amener ça de façon plus générale parce que quand on est impliqué en politique, on ne parle pas nécessairement du fait d'être élu. Franz l'a bien témoigné en première partie. Et tu sais de quoi tu parles. Oui, je sais de quoi je parle pour avoir été impliquée pendant les 6 dernières années de façon assez notoire en politique, avoir été candidate et tout. Donc, je sais un peu de quoi je parle. C'est un sujet qui est assez personnel. Et puis, d'abord, avant d'aborder mon sujet, qui est la diversité intergénérationnelle, parce que, moi, je me suis impliquée au sein d'une jeunesse, au sein des différents mouvements jeunes en politique. Donc, c'est l'angle que je trouvais qui était le plus adéquat pour moi de traiter. J'ai beaucoup aimé que Franz indique qu'il y avait une certaine responsabilité envers les électeurs issus de la diversité parce que non seulement il devait représenter ses 37 000 électeurs, mais également il a un rôle à jouer au sein des gens qui se reconnaissent en lui. Puis c'est assez important, c'est le lien que je fais avec mon sujet sur l'aspect intergénérationnel. Moi, étant née ici, étant issue de la 2e génération de gens impliqués, je pense qu'en se lançant dans l'implication politique, c'est pas nécessairement quelque chose qui est venu de façon naturelle, d'avoir la communauté, de ressentir pas le fardeau, mais plutôt la représentativité de la communauté. Mais à l'inverse, naturellement, ils se sont tournés vers nous, même si, justement, nos sujets de prédilection à la base n'étaient pas nécessairement l'immigration ou l'emploi dans la diversité, mais tout naturellement, on a eu aussi ce rôle à jouer. Donc, je trouve ça comme intéressant. M. Benjamin a fait la remarque, c'est que vous devenez des phares, des références. Tout à fait, des références. Oui. Et puis, c'est là que je fais le lien par rapport aux jeunes, parce que oui, la représentativité au niveau culturel, c'est bien important, mais également au niveau intergénérationnel. Les jeunes, on le voit en politique, ne votent pas assez, sont de plus en plus cyniques parce que, les taux de participation aux élections, malgré une certaine baisse à l'élection de 2008 et une rehausse à l'élection de 2012, sont quand même restés stables de 98 à 2014, mais toujours en bas de la moyenne. Donc, pourquoi? Pourquoi les jeunes ne se sentent pas interpellés par les débats? D'abord parce que médiatiquement, on ne leur parle pas. Médiatiquement, on a toujours en tête que, on dirait que les politiciens ne parlent que de santé. Quand on parle de santé, en plus, simplement par rapport aux personnes âgées. Oui, un peu d'éducation, mais jamais vraiment profondément. C'est tout le temps des sujets qui interpellent la majorité de la population. Donc, c'est important. Ils ne se voient pas dans le miroir, fameux miroir. Mais le miroir, parfois, il est à deux sens. Franz a parlé de s'impliquer. Mais je pense que c'est ça qui est important aussi quand on est jeune en politique, de montrer que oui, on a notre place, que les sujets nous interpellent, puis qu'on est capable de faire cette différence-là. Qu'il y a une voix pour les jeunes. Oui, les jeunes ont une voix en politique, puis on le voit que ce soit à l'intérieur des différents partis où ce qu'on leur donne une place,
qu'ils la prennent, cette place. Mais il y a diverses plateformes au niveau provincial, municipal et fédéral, des simulations parlementaires où ce que c'est possible de s'engager, de proposer des projets, des résolutions, puis de faire en sorte que ceux-ci deviennent des projets de loi. Donc, c'est une différence qui est concrète. Puis, j'aimerais aussi revenir, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant quand France a dit que non, la diversité ne devait pas nécessairement faire la politique autrement. Je suis pas d'accord. Je pense que surtout au niveau de la jeunesse, c'est bien important qu'on puisse montrer que la manière de faire la politique n'est pas nécessairement en accord avec nos valeurs, avec notre vision plus ouverte, où on fonce un peu plus, puis qu'on veut un petit peu plus défoncer les barrières, puis démontrer que non, on a une autre vision de comment les choses se passent. Parce que bien souvent, il y a des gens d'une autre génération qui vont nous dire non, c'est pas comme ça que ça se passe, tu sais pas comment ça marche, mais il faut pas se laisser aller par ces différentes barrières. C'est important ce que tu mets en relief, justement, la jeunesse. Et il y a une question aussi d'accessibilité. Hein? Moi, plus jeune, l'appareil politique m'intéressait beaucoup, mais il n'y a pas de plateforme d'introduction, de vulgarisation dans les écoles. Et moi, je trouve que ça, c'est un réel problème. La même façon qu'on n'aborde pas des questions économiques, la politique devrait être enseignée à l'école et dans un très bas âge. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça devrait être introduit même au primaire. Comment l'appareil politique fonctionne. Pour avoir des citoyens engagés. Je sais que dans plusieurs commissions scolaires au Québec, il y a des cours d'éducation à la citoyenneté donc, qui existent. Et il y a aussi des initiatives aussi territoriales, spécifiques aussi de plusieurs enseignants autour de la sensibilisation à la question politique. Des fois, on invite même des élus à venir dans les écoles. J'accueille, comme président du conseil d'ailleurs, sur une base hebdomadaire, des classes, des écoles qui viennent à l'Hôtel de Ville. Donc, visiter l'Hôtel de Ville, mais pas seulement pour visiter l'Hôtel de Ville, pour découvrir la démocratie municipale. J'aimerais revenir, je suis d'accord avec toi, Madoua, sur la question intergénérationnelle entre les jeunes, selon moi, doivent faire effectivement la politique autrement. Mais cependant, sur la question de la diversité ethnoculturelle, c'est pas parce que je suis d'origine haïtienne que je commencerai à faire de la politique comme un haïtien. Non, c'est pas de la faire comme un haïtien, mais c'est d'avoir cette sensibilité-là par rapport aux enjeux. Ah oui, bien sûr. Oui, évidemment, quelqu'un qui est issu d'une autre génération ou d'une autre culture est capable d'avoir cette sensibilité-là. Et c'est pour cette raison que j'ai mentionné lorsqu'on vient en politique, on vient avec ses compétences et ses sensibilités. Et son bagage. Ah oui, absolument. Alors, c'est clair que mon bagage comme personne membre des communautés noires ne me quitte jamais. Et que Dieu m'en préserve. Et tout à fait, il ne faut jamais que ça quitte. En tout cas, c'est vraiment intéressant de développer ce sujet-là, intergénérationnel, l'implication de la jeunesse, l'éducation politique à l'école. Je vais te permettre de conclure, parce qu'on a très hâte aussi d'entendre ce que Madalina nous a préparé. En terminant, mais justement, tu parlais du fait que c'est important d'éduquer les jeunes. Il y a beaucoup d'études aussi qui ont été faites sur le fait que le premier vote est très, très important. Si on va voter la première fois, on risque d'aller voter toute notre vie. Et si on accompagne nos parents quand on est très jeune à aller voter, bien, c'est un réflexe qui va devenir aussi tout naturellement. Quand j'étais jeune, j'accompagnais ma grand-mère, j'avais 6 ans, j'étais excitée d'aller derrière l'urne, même si je n'avais pas le droit. Puis quand j'ai eu 18 ans, j'avais hâte de voter. Avec la politique, c'est pas inné, c'est acquis. Madalina? J'aimerais continuer aussi, mais il va falloir passer à ma chronique. Mais je voulais aussi dire que c'est important d'avoir aussi une manière de parler aux jeunes, parce que parler de politique, ça ne les intéresse pas. Parler d'engagement, d'application, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Effectivement. Alors, la chronique d'aujourd'hui, elle est un peu plus vivace, il faut le reconnaître. Et moi, je veux livrer quelques réflexions concernant la participation citoyenne aux affaires de la cité quand même. Parce que la diversité en politique, oui, je suis d'accord. Mais il ne faut pas qu'elle se résume à la diversité des personnalités politiques. Alors, donc des représentants. Il faut aussi de la diversité dans les opinions, donc des représentés. Et là, oui, on pourrait arriver à parler de la diversité, mais peut-être de la diversité dans les différents politiques publiques. Alors, il y a toute une démarche de réflexion concernant la démocratie participative, surtout aujourd'hui à l'ère de l'Internet, puisqu'on sait que Internet joue un rôle mobilisateur. Mais moi, et d'influence. Évidemment. Mais je veux me limiter seulement à quelques
dispositifs de participation qui sont ici, à Montréal. La ville de Montréal, vous savez que c'est une des rares villes dans le monde qui possède une charte municipale des droits et des responsabilités, et cela depuis 2006. C'est digne de mention. Oui, et elle sert à promouvoir la citoyenneté active. Et là, on peut trouver beaucoup de droits pour les citoyens, dont le droit de délivrer son opinion, de s'informer, et surtout un droit d'initiative en matière de consultation publique. Donc, le citoyen a un rôle actif. Ce n'est pas toujours on attend. Okay? Alors, on sait que la ville de Montréal compte beaucoup d'instances importantes dont le mandat inclut un rôle consultatif. Il y a les nombreux conseils d'arrondissement et des comités. Il existe un office de consultation publique institué par l'article 75 de la charte, cette fois-ci de la ville de Montréal, et il fonctionne depuis 12 ans maintenant. C'est un organisme indépendant, en fait. C'est un organisme indépendant qui reçoit des mandats du conseil municipal et du comité exécutif. Et son rôle, c'est quoi? C'est un médiateur. Entre qui? Entre la population, entre la ville et les promoteurs. Et ça concerne l'urbanisme, évidemment, et l'aménagement du territoire, mais aussi tout projet désigné par le conseil et le comité. D'autres initiatives de ce genre, c'est le jury citoyen. Alors, il y a eu beaucoup d'exemples. Je ne veux pas revenir parce que je vais passer au budget participatif. Vous connaissez ça aussi. Ça vient de loin. Ça vient de l'Amérique latine, du Brésil. Et depuis 1988 quand même. À Montréal, il y a quelques initiatives. Et il faut rappeler une des premières qui est le plateau Mont-Royal, n'est-ce pas, Monsieur Benjamin? Depuis 2006, et ça persiste d'ailleurs. Donc, aller dans un simulateur, les citoyens font leur propre choix budgétaire. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que les politiques d'aujourd'hui préfèrent parler plutôt d'engagement, de participation, que de politique en soi-même. Alors, moi, je veux dire quand même qu'il y a un bémol dans tout cela. Il ne faut pas tomber dans le risque de l'institutionnalisation de la participation. L'idéal, ça serait d'avoir le citoyen qui vient, qui dit « je veux faire ça, on va faire ça ». Et ce n'est pas que toujours les élus qui doivent donner la direction. Pourquoi? Parce qu'on peut tomber dans une professionnalisation de la consultation. Une professionnalisation dans le sens qu'à un moment donné, le citoyen peut se sentir exclu. Parce qu'il n'a pas les compétences, l'expertise, donc il ne se sent pas capable de suivre les démarches. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même un document que j'ai trouvé et qui est très intéressant. C'est un guide pratique à l'intention des citoyens et des citoyennes de la ville de Montréal, réalisé en collaboration avec l'Office de consultation publique. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend la consultation pas à pas. Comment s'informer, comment poser des questions, comment exprimer son opinion. On trouve ça où? Sur Internet. OK. Et même la position des participants dans la salle. Oui, Amel, c'est très intéressant, je suis d'accord. Mais attention, il ne faut pas qu'on tombe quand même dans un formatage finalement. Parce qu'en conclusion, j'ai envie de dire, restons critiques, mais gare à l'institutionnalisation de la participation et gardons quand même la diversité diverse, si je pourrais dire ainsi. Alors, après la diversité intergénérationnelle, on parle de diversité de contenu. Vraiment, ça donne matière à réflexion et à discussion. Alors, c'est tout pour votre participation à cette émission, M. Franz Benjamin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je pense qu'on aurait pu alimenter la discussion en plusieurs minutes. Absolument, et j'aurais tellement de choses à vous dire, d'expériences, d'anecdotes à vous raconter aussi. Mais la porte de l'atelier est toujours ouverte. Voilà. Merci. Alors, on se retrouve après cette pause pour discuter de nos coups de cœur et pour conclure cette belle émission. Donc, de retour dans l'Atelier Z et on poursuit avec nos coups de cœur.
Alors, mon coup de cœur de cette semaine, c'est Électeurs en herbe et c'est un programme d'éducation pour les jeunes, pour les initier et les motiver à connaître l'actualité et la politique. Et c'est offert dans nos écoles, à travers le Québec, en français et en anglais. Et je trouvais que c'est une belle initiative pour la relève. Donc, Électeurs en herbe. Alors, Madoua, ton coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'est le jeune maire de Calgary, Naheed Nenshi. Naheed Nenshi a été élu à l'âge de 38 ans, le premier maire musulman d'une grande ville en Amérique du Nord. Il est parti de loin, puis en 2013, en fait, il a été réélu avec un taux de 73 %. Il est tellement aimé dans la ville. Il fait de la politique différemment, autrement, de façon transparente. C'est mon coup de cœur. Et puis, je pourrais pas passer sous silence mon ami Ulrich Chérubin, maire de la ville d'Amos depuis 2002. Donc, quand on parle de diversité en politique, ce sont deux excellents exemples. Deux beaux modèles. Ah, moi, c'est une citation. C'est un homme politique qui s'appelle Eugene McCarthy et il dit comme ça. Être en politique, attention, E-N, hein, pas U-N. Donc, être en politique, c'est comme être un entraîneur de football. Il faut être assez intelligent pour comprendre le jeu, mais assez bête pour penser que c'est important. Pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que je crois qu'il y a quelque chose de subtil là. Est-ce qu'il fait référence à la politique au féminin ou au politique, le politique comme domaine, ou plutôt la lutte? Ce qui se passe dans les coulisses. Voilà ce qui se passe dans les coulisses. Moi, donc, je crois que c'est plutôt là. C'est un bon coup de cœur, une belle découverte. Moi, mon coup de cœur, j'aime dire les paroles s'envolent, les écrits restent. Bon, on pourrait dire aussi les images restent. Donc, mon coup de cœur va au documentaire de Russell Ducasse, qui est un ancien journaliste de TQS, qui a monté ce 46 minutes sur « Allez voir le nègre que les gens viennent d'élire ». Rien de moins. Il a fait ça en 2008. Puis en fait, ce que c'est une compilation d'hommes et de femmes qui sont dans l'appareil politique, des hommes et des femmes d'origine noire. Donc, comme ça, ils s'expriment librement sur leur réalité, les enjeux, leur vie citoyenne et aussi leur réalité, le racisme qu'ils peuvent vivre dans l'appareil politique. Il y a des portraits de Makakoto, Yolande James, Michel Adrien, Viviane Barbeau, pour ne nommer que ceux-là. Donc, le docufilm « Allez voir le nègre que les gens viennent d'élire ». C'est assez audacieux comme titre, mais c'est important de documenter cette réalité, pas juste d'en parler, parce que ça peut rester en superficie. Donc, c'est tout pour cette émission. Mon Dieu, je pense qu'on aurait pu en parler longtemps, comme on l'a dit avec M. Benjamin. Torture, là. Ah oui, mais s'il vous plaît, soyez au rendez-vous la semaine prochaine dans l'Atelier Z pour discuter encore d'un autre sujet qui nous intéresse et qui devrait vous intéresser également.